Donc, je suis absolument ravie d'accueillir Maher Tambour. Maher, tu es coach et expert en résolution de conflits et tu vas donc nous donner toi aussi, de façon synthétique, ton éclairage sur la façon de gérer le conflit aujourd'hui dans cette période de déconfinement. Avant de passer donc dans le vif du sujet, un petit mot sur Dare Women, pour ceux qui ne connaissent pas Dare Women. Donc, Dare Women est une association qui a pour objectif d'encourager et d'accompagner les femmes à d'autres femmes qui sont en demande de progresser sur l'audace et accueille toutes les femmes qui ont envie d'être plus audacieuses par et des formations et du mentoring. Dare Women, c'est 2 rendez-vous par semaine pendant le télétravail, alors c'était pendant le confinement, on est en train de voir comment on va s'organiser dans le déconfinement, puisqu'on n'est pas aujourd'hui en mesure d'organiser des sessions in situ. Donc, on va certainement continuer online, une session tous les mardis à 17h avec un expert comme ce soir sur Zoom et un interview audacieux tous les mercredis à 19h en live sur Instagram. Et Maher est expert en résolution de conflits. Bonjour Maher, merci beaucoup d'être là. Merci Frédéric. Romancière et auteur de plusieurs livres. Et à chaque fois, donc, on découvre des parcours audacieux et des conseils audacieux de gens qui sont passés de l'autre côté de leur zone de confort. Alors, on va pouvoir démarrer cette conférence avec Maher. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je précise que Maher est coach et Maher est expert en résolution de conflits. Bonjour Maher, merci beaucoup d'être là. Merci Frédéric. Tu vas nous donner aujourd'hui donc les clés pour gérer au mieux les conflits. Il y a une étude qui est sortie juste fin mars, début avril, réalisée auprès de 2000 salariés français et avec un chiffre qui est assez dramatique, qui dit 44% des personnes interrogées vivent actuellement une détresse psychologique. On a du jour au lendemain, de façon complètement improvisée, basculé pour beaucoup d'entre nous en télétravail, une façon inédite de travailler, une nouvelle organisation. Il est dit que ça a été un terreau fertile pour les tensions au sein des équipes. Un niveau d'anxiété et de mal-être qui a progressé, avec une communication tendue, une désorganisation du travail. Est-ce que, Maher, tu es d'accord sur ce qui a été vu, analysé dans cette étude, à savoir le 100% télétravail dans ce contexte angoissant du Covid-19 a été une période très propice au conflit? Oui Frédéric, c'est normal que nous vivons à la fois une situation qui est d'anxiété et donc de stress à titre personnel ou familial pour ses proches à cause de cette maladie, mais aussi deuxième raison, c'est le fait devoir adopter un nouveau mode de travail qui n'a pas été suffisamment préparé, même si le télétravail a commencé dans un certain nombre d'entreprises, mais en tout cas pas à cette échelle. Et donc, ces éléments de changement de contexte et de stress supplémentaire, ça crée effectivement des détresse psychologique, ou en tout cas de difficultés à vivre et à travailler et à concilier les deux aujourd'hui. Du coup, ça crée des tensions et ça crée des conflits. Alors, ce mot conflit, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot conflit a, dans nos cultures, une connotation assez négative. C'est quand même perçu négativement. Quand on regarde là dans le Larousse, on voit tout de suite les synonymes bataille, guerre, hostilité, lutte. Et si je fais l'exercice de proposer une page blanche à toutes celles qui nous accompagnent cet après-midi, qu'est-ce que vous pensez du conflit? Et je suis persuadé que beaucoup de ces éléments vont sortir. Peut-être aussi d'autres éléments, parce que si on élargit un peu notre compréhension de ce mot, eh bien, nous voyons, si on regarde dans un champ lexical beaucoup plus important, là c'est un travail qui a été fait par l'Université de Lorraine, eh bien, nous voyons que à côté de disputes et oppositions et luttes qui
qui arrive en première position, ben, il y a des mots qui sont plus neutres, que sont désaccord ou bien discussion. Oui, ou même quand on voit débat, quand on voit, il y a des mots, j'avais rivalité, quand on voit divergence, contradiction. Est-ce que le mot conflit peut avoir aussi une connotation un petit peu positive? Oui, alors le conflit, nous pouvons le voir aussi comme le mot crise. Donc, c'est en soi, c'est descriptif, c'est un mot neutre, mais comme le mot crise, hein, nous le voyons très bien d'ailleurs dans comment ce mot s'écrit avec les idéogrammes chinois, le mot crise, c'est l'association de deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger, l'autre qui veut dire opportunité. D'accord, donc on a bien cette notion de positif. De Et voilà. est-ce que nous, moi j'ai l'impression que nous, dans notre, en tout cas en France, avec notre culture, notre éducation, on voit plutôt le danger que l'opportunité. Quand on dit lui il est conflictuel ou oh là là, ça va encore dégénérer en conflit, ça porte tout. Alors, c'est vrai, et au fait, d'une certaine manière, nous avons raison, parce que l'être humain, dans son développement, hein, là je parle de la préhistoire et du moment quand l'être humain était cet être fragile qui vit dans un milieu hostile entouré d'animaux qui sont féroces et qui sont plus forts que lui. Et puis par la suite, quand il vivait en petits groupes, hein, avec des groupes à côté qui peuvent être hostiles, eh bien, oui, le conflit est dangereux. Ça peut, donc là, c'est la survie de l'être humain qui est en jeu. Et donc, nous avons appris dans notre développement à fuir l'adversité, à fuir ce qui est possible source de danger. Donc Euh, quand on n'aime pas le conflit, quand on dit oh là là, moi je n'aime pas, c'est normal. En fait, tu es en train de nous dire que ça fait partie de notre cerveau archaïque. On n'aime naturellement pas le conflit. on n'aime pas. C'est ça, donc c'est normal de ne pas aimer le conflit. C'est quelque chose Oui, de normal. en tout cas, c'est complètement inscrit dans la partie la plus archaïque de notre cerveau. Alors, maintenant, nous ne vivons plus dans cet univers-là dans lequel la fuite était le meilleur moyen pour survivre. Nous vivons dans un monde beaucoup plus complexe. Et donc, cette fuite-là n'est pas toujours, en tout cas, ce qui est recommandé. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qui est positif ou négatif, ce qui en sort un danger ou une opportunité, c'est le résultat de ce conflit. Mais au départ, c'est une situation, on va dire, descriptive, factuelle. Alors, moi, je vous propose d'aller vers une définition, effectivement, qui est neutre du conflit. Et cette définition, c'est de dire, c'est une situation, le conflit est une situation dans laquelle les préoccupations. Alors, je vais la lire et je vais revenir un peu sur les mots. Hein. Donc, une situation dans laquelle les préoccupations de différentes personnes, les choses qui leur sont importantes, semblent ne pas être compatibles. Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais insister ici, parce que ce sont des choses qui vont nous servir par la suite. Le conflit est une situation. C'est vrai que nous avons tendance à dire un tel est conflictuel, un tel n'aime pas ou une telle n'aime pas le conflit. Mais en fait, ce que je vous invite, c'est de regarder toujours comme étant une situation dans laquelle Est-ce il y a que des... ouais. Oui. Est-ce que ça veut dire on confond souvent objet et sujet, quelque chose comme ça? Oui, nous confondons la manière dont les personnes vont agir au sein du conflit et la description du conflit en lui-même. Donc on met le conflit sur les personnes au lieu de le mettre sur la situation. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce que je comprends, moi, c'est Voilà. on est souvent en train de déplacer l'objet du conflit sur une personne alors que c'est une situation qui est conflictuelle et non pas des gens. Voilà. C'est une situation qui est conflictuelle avec quelqu'un, donc dans le cas quand on dit quelqu'un conflictuel, c'est-à-dire dans cette situation conflictuelle,
une personne a choisi de l'aborder sur un mode qu'on appelle conflictuel, je vous proposerai par la suite d'autres termes, mais donc c'est le choix de cette personne-là de l'aborder de manière conflictuelle. D'accord. Voilà. Mais tout d'abord, le conflit, c'est une situation dans laquelle les préoccupations des deux personnes, c'est-à-dire les choses qui leur sont importantes, ce qu'elles veulent dire ou veulent obtenir, semblent ne pas être compatibles. Alors j'insiste aussi sur le mot semble, c'est-à-dire que de prime abord, ça paraît comme qui donne ce conflit. En tout cas, D'accord. voilà. Et on reviendrait par la suite sur ces éléments. Alors, quand nous regardons la situation, l'attitude face au conflit, parmi les salariés français, 29% estiment être confrontés à des conflits au travail toujours ou souvent. Ah, c'est On estime, beaucoup. c'est C'est beaucoup, beaucoup. voilà. On estime qu'une journée dans le mois passe dans la gestion des conflits, voire des personnes qui sont dans les ressources humaines, RH, c'est plutôt une demi-journée par semaine à régler ces questions. Face au conflit, 21 personnes, 21% des personnes se sentent démotivées, 18% en colère, 18% frustrées, nerveux. C'est-à-dire qu'on est là à peu près 60% de personnes qui se sentent avec donc d'avoir ces sentiments négatifs, un ressenti négatif face au conflit. Face à Oui, ça, donc, ouais. Donc ça influe forcément sur notre façon de travailler, sur notre motivation, sur notre énergie. Donc on n'est pas bien quand on a. Ça veut dire que 60% des personnes en entreprise, à un moment donné, quand elles sont face au conflit, elles perdent leurs moyens. Ils ne sont pas au top de leur professionnalisme. absolument. Et ça, d'ailleurs, ça représente des coûts énormes pour l'économie dans sa globalité. On estime c'est de l'ordre de 500 millions de livres. Hein. Les pertes pour l'Angleterre, ça a été fait un détail plus sur l'Angleterre. Nous avons aussi quand même 20% de personnes qui ont un sentiment plutôt neutre face au conflit et une vingtaine de pourcents aussi de personnes qui sont excitées, qui sont revigorées par le conflit, ce qu'on appelle l'excitation de la compétition. Ça existe aussi. Alors, une question, Maher, puisque tu es chez Dare Women, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble. Est-ce qu'il y a une différence face au conflit entre les hommes et les femmes? Est-ce que les femmes savent mieux gérer ou moins bien ou dans ces 60%, est-ce que si c'était sur 100% de femmes face à un conflit, est-ce que les femmes seraient plus négativement affectées par le conflit que les hommes ou pas? Alors, Est-ce qu'on peut faire une différence là-dessus ou finalement pas du tout? des différences existent. Alors, des différences existent quand on les regarde de manière factuelle en faisant des études statistiques. Alors, après, c'est par exemple, les femmes ont plutôt tendance à ne pas exprimer les conflits de manière directe. Donc, elles seront peut-être plus dans un évitement. Donc là, quand on fait statistiquement, nous voyons ces différences. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes agissent comme ça et que tous les hommes agissent de l'autre sorte, hein, parce qu'il y a une variabilité qui est importante. Donc, c'est ça qui est un peu cette différence. Mais est-ce Aussi, que, pardon, excuse-moi juste, est-ce qu'on peut dire les hommes sont plus conflictuels que les femmes ou les femmes sont plus. Est-ce que déjà il y a quelque chose comme ça ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. ça, alors, nous allons regarder plus tard hein, comment on peut agir face au conflit. Ce qui est, il y a des choses qui sont, on va dire, bon, quand on parle de statistiques, et moi je suis un peu, on va dire, embêté de dire un peu des choses à l'emporte-pièce parce que voilà, je ne crois pas parce qu'il y a une grande diversité chez les hommes et chez les femmes. Après, il y a des éléments qui sont. Oui. Voilà. L'impact, ce qui est clair, c'est que Attends, Maher, l'impact. excuse-moi, je te coupe parce que j'ai une question d'une participante qui demande est-ce qu'une femme est peut-être plus tactique et attend le moment opportun pour affronter la situation qu'un homme?
Intervenez, hein, j'ai pas dit au Oui, début de la présentation, mais bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions et Maher, je te couperai de temps en temps oui. pour te faire part des interrogations des auditeurs. Il y a plusieurs manières, hein, c'est être au clair sur ce que je veux obtenir, quels sont mes objectifs. Ça, ce sont des éléments qui sont importants. Après, chacun a ses manières de faire. Mais Les ça, c'est pas femmes, genré. Oui, c'est alors, pas forcément genré. il peut y avoir des biais, voilà, c'est ce qui ressort de certaines études, c'est que l'impact psychologique des conflits est plus important sur les femmes que sur les hommes. C'est-à-dire On est que plus affecté par le conflit. plus C'est ça que affectées ça veut par dire. les conflits. 2 tiers de femmes disent que elles sont sorties avec des ressentis négatifs après un Hum, conflit, alors que c'est le cas d'un homme sur 2. Voilà, donc on n'aime pas, on aime encore moins les conflits que les hommes. C'est ça que ça veut dire. Ça nous touche plus. On est plus Alors, ou sensible. est-ce que on n'a pas eu, les femmes n'ont pas eu les armes pour, voilà, dans Il n'y a leur pas. jeunesse pour l'affronter. Voilà. Après, les raisons sont multiples, hein, donc c'est, mais Mais voilà, il se ça, on le trouve. sent, hein. Ouais. On le sent. C'est pour ça que chez Dare Woman, c'est pour ça que tu es là chez Dare Woman, c'est qu'on sent que pour être une femme audacieuse, en tant que femme, dans les entreprises, dans des postes de management, on est moins à l'aise dans des situations conflictuelles. On le sent en tant que femme, que l'homme manie un peu mieux ça. Donc, pour nous, c'est important chez Dare Woman justement de travailler ce côté gestion du conflit, gestion de résolution et savoir manier ça avec dextérité, sans que ça nous touche. Et alors, j'en parlais un peu plus tard, si tu veux, Frédéric, pour montrer les différents modes effectivement de gestion des conflits et dans lesquels certains peuvent être plus à l'aise que d'autres et qui vont D'accord, ressortir. super. Euh, Quand on regarde, et là c'est aussi un élément, quelles sont les raisons des conflits, nous voyons que pour 50%, donc là évidemment il y a des réponses multiples, hein, pour une personne sur 2, c'est dû à des rivalités personnelles et des problèmes d'ego. Et un tiers des personnes qui répondent le stress aussi, Oui. le stress. Et là, effectivement, il y a un aspect, de manière générale, le stress qui a énormément augmenté par le confinement. Et donc, Donc, c'est ce qui oui, explique aussi. Voilà. que là, les raisons des conflits, ça sort d'une étude qui n'est pas l'étude pendant le confinement. Donc, c'est hors confinement, Voilà. juste ce tableau-là. Donc, on peut imaginer que le stress est quasiment passé devant dans cette période très particulière qu'on vit aujourd'hui et surcharge de travail, moyens inadaptés. On est complètement dans le numéro 2 et le numéro 3 là aujourd'hui. Numéro 2, Quasiment, ça numéro sera. 3, Ouais. absolument. Et donc là, sachant que les rivalités personnelles, problèmes d'ego, n'auront pas disparu pour autant. Mais bon, mais c'est vrai qu'on est dans Oui, c'est une situation, intéressant. Oui, c'est la moitié des conflits quand même. Donc, c'est pas le sujet. C'est pas une cause externe, c'est une cause voilà, personnelle. personnel, et là, c'est important. Et chez les femmes, ce facteur-là, il est plus souvent annoncé. Donc, les femmes, La rivalité, donc. pardon, le stress, hein, excuse-moi. Ah, le Donc, stress. D'accord, le d'accord, stress, d'accord. donc le stress comme raison du conflit, comme source, est beaucoup plus souvent donc, annoncé par les femmes que par les hommes, D'accord. comme étant, voilà. Donc, Plus ce qui sujette au explique stress. aussi, voilà, c'est en tout cas plus qui exprime que le stress chez elles est marqueur de conflit, on va dire. Voilà. Et sans doute cette sensibilité un peu plus grande à ce contexte conflictuel. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder les conflits avec cette philosophie qui est de dire, ça c'est, je l'emprunte à Cole Reiser, qui est George Cole Reiser, qui était un médiateur, un négociateur pour le compte du FBI pour les prises d'otages aux États-Unis. Et donc, c'était son métier, il travaillait à la FBI. Et donc, il a eu à affronter des situations sans doute les plus difficiles en termes de négociation, en termes de conflit, qu'est la prise d'otages. Parce qu'il y a des personnes à sauver. Et donc, et donc, il en a tiré un certain nombre d'enseignements qu'il a travaillé et qu'il a mis en place pour le monde de l'entreprise. Alors lui, l'image qu'il a, c'est qu'il faut mettre le poisson sur la table.
C'est assez imagé. Et l'image, je pense qu'elle parle à tout le monde, hein. Si on le laisse, sinon, bah, le poisson, Ça sent il mauvais, va se c'est sentir ça. mauvais. Voilà. Mm, mm. Ben, il faut s'y mettre, hein. Il faut se mettre à la table et il faut s'attaquer à ce poisson. Il faut mettre le poisson sur la table et le nettoyer. Alors, le conflit, nous y faisons face tous les jours, c'est la vie. En ce sens qu'il est ni Mm. bon ni mauvais, c'est un fait. En revanche, ce qui peut être bon ou mauvais, c'est comment on le gère et ce qui en découle. On peut bien le gérer si on reconnaît qu'il y a un conflit, qu'on voit qu'il y a un poisson et qu'on le met sur la table et qu'on agit de manière appropriée. Évidemment, donc ça peut être mal géré. Donc, soit on ne reconnaît pas le conflit, donc là, on laisse pourrir la situation, hein, laisse pourrir le poisson, ou si on le reconnaît, mais on s'y prend de manière qui est inappropriée. Donc le Alors, poisson sent de plus en plus mauvais. le poisson sent de plus en plus mauvais. Donc Alors, ne qu'est-ce pas qui gérer un conflit, c'est pas une solution, c'est pas une voie en fait. ne pas le reconnaître, ou en tout cas, Pas le reconnaître. on verra plus tard que ça peut être, Mm. parfois, ça peut être approprié de ne pas entrer dans un conflit, mais le faire de manière consciente. C'est ça ce qui est Oui, important. volontaire. 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 Mm. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nous avons chacun une réponse automatique qui est faite par l'habitude. L'habitude, parce que c'est à la fois l'éducation que nous avons eue quand on était petit, et puis bah, ce qu'on a essayé dans la vie, ce qui a marché, et puis on l'a reproduit. Et donc, nous avons des réponses automatiques en mode pilotage automatique qui sont dues aux habitudes. Ça veut dire, ou c'est un peu inné, c'est-à-dire que moi, je vais toujours avoir la même réponse si je me trouve en situation de conflit. Si j'ai pas appris à gérer les conflits, je vais avoir mon mode à moi qui va se déclencher de façon un peu innée, qui sera toujours le même et pas le même que mon voisin. C'est ça qu'on Alors, dit. en tout cas, qui est le préféré. Mon mode préféré, d'accord. Préféré. Alors, il y a sans doute de l'inné, il y a aussi de l'acquis à travers l'éducation et puis à travers l'expérience de chacun. Voilà. Mais on a une manière de faire. Quand on dit que quelqu'un il part au quart de tour, hein, bah, c'est-à-dire que bah, il part tout de suite, il rentre dans ce mode-là, indépendamment de ce qui se passe. Oui, Et là, c'est mon on mode est à moi. dans voilà. Et en fait, c'est un mode, on a, comme si on imaginait qu'on porte une taille unique, hein, sauf que la taille unique, ça ne marche pas à tout le monde, hein. Donc, il faut être plus subtil dans sa réponse et Mhm. avoir une réponse recommandée, appropriée, qui c'est dû à la situation, en regardant la situation et en mettant en œuvre une manière d'y répondre. Et là, je parle de compétences parce qu'on va apprendre, on va devoir apprendre à répondre à ces conflits de la manière appropriée. Et ce n'est peut-être pas la manière que j'utilise de manière La manière, habituelle. ouais, la manière naturelle. D'accord. Donc, d'accord. Voilà. Alors, les travaux de Thomas et de Killman ont identifié 5 modes de réponse. Alors, c'est une page dans laquelle il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer d'y aller à petits pas. Alors, c'est un tableau qui montre, il y a 2 axes. Il y a la coopération et la détermination. La détermination, c'est la manière dont je regarde mes propres intérêts. Donc, je suis déterminé quand mon propre intérêt. La coopération, c'est l'intérêt de l'autre. Alors, D'accord. Donc, en fait, j'ai ton tableau, j'ai d'un côté non coopératif, coopératif avec les autres, seul avec les autres, et mon intérêt non déterminé, déterminé. Plus voilà. je vais vouloir mettre mon intérêt en avant, plus je vais être en haut là. C'est ça que ça Voilà, montre, hein. absolument. Et plus je pense à l'intérêt des autres, et plus je vais aller vers la droite. Alors, intuitivement, on aurait tendance à dire que ce sont 2 éléments opposés. Si je pense à mes intérêts, je ne pense pas aux intérêts des autres.
Donc, soit je suis dans Mhm. un sens ou dans l'autre. Mais en fait, ce que nous dit Thomas et Killman, non. C'est-à-dire qu'il y a à la fois mes intérêts et les intérêts des autres, qui sont deux choses qui sont indépendantes. Et ça va déterminer 5 modes de répondre. Alors, le mode éviter, donc Donc là, ça, c'est juste la... pour qu'on comprenne bien, Maher, ça, c'est les 5 modes qu'on voit là, sont les 5 modes de posture dans la gestion de conflit, Absolument, voilà. identifiés. Et dans ces Identifier. modes-là, dans ces 5 modes-là, a priori, j'en ai un que j'utilise de façon plus spontanée. Et Voilà, un, je vais essayer parfois, d'apprendre à être agile avec les 4 autres. C'est ça l'objectif. absolument. Donc là, nous avons un qui est préféré. Parfois, il y en a deux qui sont un peu un préféré, l'autre qui n'est pas très très loin, et qui sont un peu le fruit de notre éducation, de ce qu'on a testé. Et, et les 5 modes qui sont là sont des modes qui sont utiles à utiliser en fonction de certaines situations. Chaque situation va nous inviter à aller dans un mode ou dans un autre. D'accord. Donc, par exemple, si on regarde le mode éviter, dans quelle situation on doit utiliser ce mode de gestion de conflit, l'évitement? Donc, c'est un mode en tant que tel, c'est pas une fuite, c'est pas une excuse, c'est un mode en tant que tel. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà. Et on l'utilise dans quelles circonstances ce mode-là? Alors, souvent, c'est quand on va demander à quelqu'un, je ferai plus tard, on demande à son chef, alors quelle décision on va prendre, on verra plus tard, il dit que je ne suis pas là, si le client appelle, voilà. C'est un peu ce type d'évitement qui sont assez, finalement, assez fréquents, hein. Donc, on peut le voir, hein, je crois que c'est la page suivante. Éviter les conflits, c'est quand on ferme les yeux pour être tranquille, parce qu'on a peur de l'incertitude, on veut éviter les réactions émotionnelles, parce qu'on ne veut pas être en colère, gêné, blessé. Il y a des éléments culturels ou personnels. Niveau d'engagement dans une situation, on n'est pas engagé. Et alors, parfois, ça peut être utile. Si on prend ce cas-là, euh, par exemple, si on veut en savoir davantage, si quelqu'un vient nous aborder avec un sujet, il va négocier, en tout cas nous demander notre accord sur un sujet, eh bien, c'est aller dans l'évitement, c'est dire, OK, j'y vais pas, mais attendez, je vais chercher l'information. Mhm. Dites au client que je le rappellerai demain, voilà, demain matin, ce qui est Mhm. différent de je le rappellerai plus tard ou je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, ce qui me permettra d'avoir du temps pour aller chercher l'information. Ou dire à quelqu'un, écoute, là, je ne peux pas discuter avec toi parce qu'il faut que j'en parle avec mon collaborateur, il faut que j'en parle à mon chef, il faut que j'en parle à mon adjoint, enfin bref. Donc, c'est un élément à utiliser, à À bon utiliser. escient. À bon escient. D'accord. Voilà, parfois, le sujet se révèle peu important. Parfois, il m'arrive, moi, en coaching, avec un client ou une cliente, de lui dire, mais pourquoi vous voulez on a tendance par habitude d'aller faire ça, mais pourquoi finalement? Si ce n'est pas important pour vous, si ce n'est pas important pour les autres, si vous n'avez pas envie de faire ça, si ça, vous n'êtes pas obligé de le faire et que vous n'avez pas envie, pourquoi le faire? Pourquoi y aller? Mhm. Mhm. Donc, on est dans l'évitement. Si on prend Voilà, la case du dessus, tu peux oui, sur la case rivaliser. rivaliser. Alors, rivaliser, là, je ne pense qu'à mon propre intérêt. C'est ce qu'on appelle souvent le mode conflictuel. C'est tout pour moi, rien pour les autres. Tu Alors, peux juste nous expliquer la taille des ronds et les couleurs qu'on comprenne? d'accord. Alors, Euh, en fait, enfin, j'en parlerai un peu plus tard si tu veux, Frédéric. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Ça, je vais parler très rapidement des 5 modes si tu veux, et après parler D'accord, vas-y, vas-y, bien sûr. D'accord. Ça te va? Parfait, parfait. Voilà. Alors, rivaliser, c'est quand je regarde que mes propres intérêts et je ne regarde pas les intérêts des autres. Alors, c'est ce qu'on appelle le mode conflictuel quand on rentre en négociation, quelqu'un qui est complètement arc-bouté sur sa position. Alors, Est-ce que ça peut être à mode d'utiliser plus par les patrons, par les managers envers leurs salariés, par exemple?
Alors, souvent, on a, on va dire, l'image un peu traditionnelle du leadership, hein, plus classique, c'est le leader, celui qui impose son idée, qui ramène l'accord, qui n'a cédé sur rien. Et il ne faut pas oublier cette phrase, hein, qu'on dit souvent, on lâche rien, hein, et qui est un marqueur donc d'un bon négociateur ou d'un bon leader. Alors, dans quelles Euh, circonstances on utilise ça? Parce que tu dis qu'il faut utiliser les 5 modes. Donc, l'évitement, on a bien compris. Le mode Celui-là, rivalisé. le mode rivalisé est intéressant quand on sait que nous avons raison. Il y a un élément Oui. factuel, hein, parfois on ne va pas complètement discuter. En cas d'urgence, voilà, c'est le mode rivalisé, ben, on y va, parce que là c'est urgent, j'impose. Quand il y a des décisions qui ne sont pas sympathiques à prendre, donc on va utiliser ce mode-là, ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a un coût, hein, le mode rivalisé, parce que ça nécessite que l'autre en face qui cède, c'est sur voilà, l'autre personne qui cède. Et c'est ça, un peu le. Là, c'est couleur bleue, l'autre couleur jaune, hein. Il y en a un qui a gagné 100%, l'autre qui a dû se rabattre à 0%. D'accord. Donc, couleur bleue, ça veut dire Voilà, c'est moi qui gagne, c'est ça, et le jaune, c'est l'autre. c'est C'est un peu l'autre. ça Et donc la là, j'ai fonctionnement. donné à 100%. Là-dessus, le coup aussi, c'est que si j'impose trop souvent ça, je n'écoute pas les autres, je ne profite pas de leur connaissance. D'accord. Euh, je te rappelle juste, Frédéric, il y a quelques années, il y a un vol égyptien de Paris à Le Caire qui est tombé parce que le commandant, qui est quelqu'un d'assez bien gradé, a fait une erreur. Le copilote lui a dit qu'il y avait une erreur. Évidemment, le commandant a très très mal pris et donc il a dit à l'autre qu'il ne savait rien et il ne l'a pas écouté. Eh bien, l'avion a fini au fond de l'eau. Donc, Donc, ça veut dire que le mode de gestion de conflit utilisé était pas bon. il n'était pas Il bon. aurait fallu un mode plus collaboratif. Mais comment il aurait pu faire, le copilote? Comment il aurait pu faire s'il a en face de lui un patron qui ne veut pas écouter et qui rentre dans le conflit? Comment il fait, le salarié? Comment je fais si j'ai un patron qui ne veut pas, alors je suis persuadée d'avoir raison, parce que, et là on arrive dans le conflit, justement, on est dans le dur du sujet. Comment je fais? Il y a plusieurs manières. Je peux revenir par la suite en tête-à-tête avec lui, parce que peut-être qu'on était devant une assemblée et qu'il n'a pas voulu perdre la face parce que quelqu'un qui travaille pour lui a dit quelque chose. Je peux revenir par la suite en lui disant, bah, écoutez, alors j'imagine qu'on n'est pas dans le cockpit, hein, Non. de l'avion. Je reviens un peu à la charge. Voilà, je comprends sur la table. Voilà mes arguments et on en repart. C'est Hmm. important de maintenir la relation et de donner son avis. Très rapidement, chercher un compromis, c'est ce qu'on appelle faire couper la poire en deux. C'est très rapide, hein. Moi je dis 200, toi tu dis 100, on va en finir à 150, hein. Donc c'est très rapide, c'est très pragmatique. Le problème, c'est que ça ne résout pas les questions de fond. Je ne suis pas satisfait, tu n'es pas satisfaite. Et si on fait donc, ça ne va pas s'attaquer aux questions de fond. Et là, on est dans une démarche un peu plus tactique que stratégique. Et donc, dans ce cas-là, vaut mieux faire un compromis et chercher à aller dans le collaborer. Collaborer. Donc ça peut être, on peut revenir dans la tactique qu'on a abordée tout à l'heure. Donc dans un premier pas tactique, on va chercher un compromis pour calmer, et puis ça nous permet d'avancer vers un autre mode de gestion dans un deuxième temps qui pourrait être la collaboration. La collaboration. Comme tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, je dis rien devant le chef dans une réunion et je reviens le voir, donc je cède et je reviens le voir par la suite. Voilà. Donc ça peut être, il y a la tactique, il y a la stratégie. Le collaborer, alors comme ça paraît super, hein, parce que là, pour le coup, la taille des camemberts, ben, c'est la taille du gâteau, parce que là, dans le collaborer, je vais être attentif à mes intérêts, aux intérêts de l'autre, et on va arriver à des solutions innovantes qui augmentent la taille du gâteau qu'on va se partager. Donc c'est quand même ce mode-là qui a l'air le plus contributif, le plus positif.
Oui, parce que ça augmente la taille du gâteau. Maintenant, Voilà, c'est un mode qui prend du temps. d'accord. Donc, si on Mhm. l'utilise trop, on va perdre beaucoup de temps. C'est un mode qui a tendance aussi à diluer les responsabilités. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Et aussi, c'est un mode qui demande, hein, on le voit dans les travaux qu'on fait en tant que coach, bah, chacun se met quand même dans une posture d'ouverture, de parler de lui, d'être plus ouvert. Et donc, si les autres ne s'ouvrent pas suffisamment, ça peut être un peu déséquilibré. Donc, c'est un mode qui a son intérêt, mais il ne faut pas non plus en abuser. D'accord. Donc, comme les 5 modes que tu nous présentes, il n'y a pas de mode parfait. Il y Voilà. a des modes qui sont liés à des situations. Chacun a ses… Et c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à croire, vu de l'extérieur, que éviter, bah, c'est pas terrible, que rivaliser, c'est connoté de négatif, chercher un compromis, c'est 50-50, mais finalement, ça pousse pas à l'excellence, et que on essaierait en tant que manager d'aller vers un mode collaboratif. On a tendance à penser que c'est quand même là qu'on va le plus innover, le plus prendre soin de ses collaborateurs et aller dans la progression. Toi, ce que j'entends, c'est que oui, mais attention à chaque situation, on a quand même ces 5 modes de gestion de conflit Gestion. qui sont plus ou moins appropriés, quoi. Il ne faut Voilà. pas faire tout en collaboration. Absolument. Le mode rivalisé peut être un mode. Ça peut être un mode, tout à fait. Et on peut choisir un mode à un moment donné tout en préparant le mode suivant. Nous pouvons tout de suite faire un compromis, nous disons 150, et mettons le temps de créer une équipe, un projet pour travailler pour trouver des solutions innovantes. Mhm, mhm. Voilà. Donc, et éviter, bah, ça permet aussi de dégager toutes les questions qui ne sont pas importantes et qui peuvent prendre du temps et ça ne sert à rien que je m'en occupe. Mais si quelqu'un d'autre peut s'en occuper dans de très bonnes conditions, bah, qu'il le fasse. Alors, j'avais une question là d'Airwoman qui m'a envoyé ça avant la conférence. C'est pareil, sur la façon de gérer les conflits. euh, des femmes ont dit, nous, on est plus dans la collaboration et on a parfois l'impression que les hommes seraient plus dans la cave de gauche, donc dans la castagne, quoi, dans un conflit un peu plus dur. Est-ce on peut dire qu'il y a des valeurs masculines? Il y a des valeurs masculines et des valeurs féminines. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les hommes ont que des valeurs masculines et toutes les femmes n'ont que des valeurs féminines. Donc mais c'est les valeurs féminines, donc qui sont plus l'écoute, l'empathie. Ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui beaucoup plus mises en valeur parce que nous sommes dans une économie qui est devenue une économie de service, une économie de l'accueil, du care, du soin, et, euh, et aussi une économie qui est beaucoup plus complexe et qui demande beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus d'autonomie des équipes et donc un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus riche. Et Donc, on ça, tend à aller plus vers ces modes-là. C'est alors, ce que tu dis. ces modes-là, tout en gardant parfois donc l'intérêt de ces modes qui sont beaucoup plus directifs. Hein. Encore une fois, dans les situations d'urgence, on n'est pas en train de faire du collaborer. Mais ma vision, on va dire, c'est que les femmes, par le fait d'avoir commencé à travailler dans un monde du travail qui a été, dont l'architecture et la charpente a été faite par des hommes, ont dû apprendre à jouer sur les deux tableaux. Et donc finalement, elles se trouvent plus à l'aise à jongler sur les deux tableaux que des hommes qui ont grandi et quand ils jouent au foot et on leur dit il faut rien lâcher jusqu'au bout et qui se retrouvent dans ce mode de compétitif qui a été
valorisé dans le leadership donc, pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend d'un leader, c'est qu'il soit capable d'écouter, c'est qu'il soit capable de laisser agir les forces qui dépendent de lui, de lui apporter des solutions innovantes, d'être capable aussi de désamorcer les conflits, parce que là, ce qui est présenté là, c'est plutôt moi-même étant dans un conflit, comment je peux agir, mais il y a aussi toute la dimension qui pourrait faire l'objet d'une autre séance, c'est de travailler. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que manager, pour m'attaquer aux conflits qui existent dans mes équipes. Et ça, ce sont toutes ces compétences qu'aujourd'hui, il y a peut-être un besoin, c'est pour ça qu'on fait aussi appel aux coachs, pour accompagner des hommes à aller plus travailler ces qualités, on va dire, qui sont de l'ordre du féminin. D'accord. Et à travailler. Je lisais un rapport très intéressant sur parce que quand on est femme, manager et maman, on a aussi envie d'apprendre à nos enfants à gérer les conflits. Pour moi, je pense que c'est très, très important d'aborder sa vie professionnelle avec ces outils-là. Et je disais qu'aux États-Unis, 43% des Américains sont formés à la gestion de conflits contre, je crois que c'est 13% des managers français. Oui. C'est énorme, c'est énorme. On n'apprend pas, en fait, on n'apprend pas tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que ça vient aujourd'hui dans le training des entreprises françaises à utiliser ce genre d'outils pour faire baisser les niveaux de stress et développer la motivation. Absolument. D'ailleurs, je le vois dans mes travaux, mes coachings, les questions de conflit occupent sans doute 3/4 du temps du coaching. Oui. Donc, il y a effectivement un besoin qui est important. Et aussi pour l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écoles, par exemple, d'écoles primaires, élémentaires, qui font des éducations à la médiation auprès de jeunes, des enfants. Chaque semaine, c'est un enfant qui est responsable de la médiation entre ses camarades pendant cette semaine-là. Et c'est des outils qui fonctionnent très très bien, Ouais, qui c'est bien. permettent Ouais, d'éviter les super. conflits. Alors, donc là, on les a vus sur les tendances. Voilà. Alors, quelques postures conseillées pour quand on est soi-même engagé dans un. Je ne parle pas de situations où il y a ce que je vais appeler toxique, donc les cas de harcèlement, de violence ou des choses comme ça, là, ça déborde de ce cadre, parce que là, on rentre dans un cadre beaucoup plus on va dire, juridique, et des lois pour ça. Mais ce qui est important, c'est agir et la relation. Il ne faut pas Alors là, brûler. Voilà. faut ni fuir, ni tout brûler, quoi. Ni tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, Le tu dis, débat. nous les femmes, on dit souvent que les hommes, je dis souvent dans les réunions, moi ce que j'avais constaté, c'est que ça m'avait frappé. Les hommes peuvent vraiment rentrer en conflit très très fort en réunion. Une fois que la réunion est terminée, ils vont au bar prendre une bière et tout est terminé. Nous, les femmes, ça nous reste un petit peu sur le cœur. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour revenir, il nous faut faire un peu plus d'efforts. Mais là, tu es en train de dire qu'il faut le faire. C'est très, très important de ne pas garder cette rancœur ou cette petite trace négative. Il faut le faire. Il faut le faire. Et encore une fois, c'est revenir à cette définition dont je parlais tout à l'heure, c'est la situation. Ne pas ramener à des éléments personnels. Et donc, être capable, presque, à aller être en conflit avec quelqu'un, même que le conflit peut encore être courant, enfin, qui court encore, et aller déjeuner ensemble à la cantine. Il n'y a pas. Alors, je te coupe parce que j'ai une question. Comment gérer quand on est témoin d'un conflit très agressif vis-à-vis d'une personne d'une équipe? Alors, j'imagine oui, on est témoin, on n'est pas dans le conflit. Est-ce qu'on a, quel rôle on peut jouer? Alors, nous pouvons jouer un rôle. Là, c'est plus un rôle d'écoute envers l'une ou l'autre des personnes, si on veut le faire. Après, il faut se poser la question, pourquoi le faire? Il ne faut pas nécessairement le faire, mais on peut aller consoler quelqu'un qui… c'est par ordre de la compassion. Si je vois une collègue qui a été maltraitée, je peux aller
entre guillemets, là où un collègue, le consoler sans mettre de l'huile sur le feu, Est-ce écouter, que je qu'est-ce dois que je peux faire pour intervenir? toi? Est-ce que j'interviens pendant le conflit pour faire stopper le… C'est difficile de donner des solutions Mmh, à tous mmh. les cas parce que Peut-être. parfois ça peut remettre de l'huile sur le feu. Encore une fois, si je ne parle pas de situation de harcèlement ou voilà, une situation, on va dire, qui risque de créer des problèmes d'ordre judiciaire, hein. Mais je peux faire diversion, pourquoi pas. Euh, voilà. Il faut quand même peser les choses, hein. C'est aussi, en tout cas, si ça permet de ramener le calme, ça peut être une idée Opportun. d'intervenir pour apporter le calme. Et surtout pas prendre de position. Et là, c'est une posture, on va dire, qui serait plus de médiateur. Et, euh, et je serais ravi de laisser une autre occasion de laisser certaines de Mmh. mes collègues médiatrices qui apporter leur aussi éclairage sur ce que l'on peut faire en tant que personne face à des personnes qui sont en conflit. Il y a Euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire hein, sur le conflit. Le temps passe, donc on ne va pas pouvoir effectivement aller dans tous les cas plus personnels, on va dire. Alors, une question quand même, parce que c'est vrai qu'on est passé vite et la personne qui demande a raison. On a vu 4 modes, on n'a pas parlé du 5e mode et on me demande de commenter. Donc, si tu peux le faire très rapidement, le mode CD, qui était le 5e mode de gestion de conflit en bas à droite. oui, Qu'est-ce que ça veut dire, CD en gestion de conflit? alors céder, c'est dire oui, ben, par exemple, accepter, prendre la vie de l'autre. Je suis arrivé avec une idée et puis finalement je me rends compte que l'idée de l'autre est intéressante, donc je peux la prendre. Parce que encore une fois, ce que j'écris voilà, ici, c'est ne pas se laisser entraîner, bien connaître son objectif et en quoi il est essentiel. Je peux, Oui. voilà. Et donc si quelqu'un me propose l'air de bien tenir, hein, même une idée différente, bah, je peux l'accepter. Donc, je laisse tomber l'idée d'origine sur lesquelles je suis arrivé. Voilà. Alors, aussi, je peux céder au bénéfice de la relation. Parce que pour maintenir la relation, un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, de celui qui, face à son chef, va céder à ce moment-là dans une réunion pour revenir par la suite en tête-à-tête pour parler avec son chef. Donc, je cède pour maintenir la On est dans la relation. tactique là. Là, on peut On être est dans dans la la tête. tactique. C'est la Et, tactique voilà. de… Et ce qui est important, c'est que, comme toujours, si on cède de trop, c'est dans le cas où c'est un peu la même chose qu'on utilise pas assez le mode rivalisé. Si on cède trop souvent, bah après on a une réputation et on a du mal à s'imposer. Voilà. Mais si on ne Mhm. cède jamais, hein, c'est aussi problématique. Donc là aussi, il faut savoir moduler. Et ça peut être tactique, ça peut être tout simplement parce que ça correspond à mes objectifs, que c'est important dans ce cas-là, dans la relation. Très bien, parfait, c'est très clair. Alors les postures, on va terminer sur les postures conseillées. Je te laisse. Alors, très Je te laisse. rapidement, donc, effectivement, maintenir la relation, hein, c'est important. Euh, Éviter et rester calme devant les manifestations de colère, d'agressivité, attendre le retour au calme. Parce qu'à ce moment-là, quand ça explose, nous avons le cerveau reptilien qui prend les commandes et aucune rationalité ne peut plus être écoutée. Donc, être conscient pour soi-même, hein, pour ne pas se laisser déborder. Et dans ce cas-là, on peut dire, écoutez, je vais m'isoler voilà, un petit moment et je reviens. Et si quelqu'un d'autre explose, voilà, c'est soit ne rien dire, rester calme, reparler calmement. Il ne faut pas non plus rajouter, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi dans un ton agressif Ça parce que énerve. ça énerve encore plus. Voilà. Et d'être Parce calme. que tu dis, quand on a préparé cette réunion, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Il y a à partir du moment où nous, on se calme et on se tait, le vocabulaire de la personne d'en face va, au fur et à mesure, se calmer et redevenir presque positif. Oui, effectivement, en tout cas, ça va revenir plus modéré. Ou parfois, si quelqu'un dit une énormité,
et puis on reste calme et on ne dit rien, ben, il va continuer à parler, 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 et puis à fur et à mesure, ça va se calmer, il va repenser à ce qu'il vient de dire, il va dire oui, enfin j'ai dit ça, mais bon, oh, c'est pas exactement ce que je voulais dire, ce que je voulais dire plutôt ça et ça et ça. Tout simplement en restant calme et en le laissant se calmer et retomber de lui-même. Euh, alors, ne pas se laisser entraîner, bien connaître son objectif et en quoi il est essentiel. Ça, c'est primordial. Très souvent, nous partons dans ce mode conflictuel, hein, de mode de rivaliser des deux côtés, en oubliant son objectif. Et ça devient montrer que j'ai raison, devient l'objectif, alors que ce n'est pas l'objectif en soi. Ce n'est pas question d'avoir raison. J'ai un objectif pour lequel je suis arrivé. Bon, éviter les reproches, les questions de tort, hein, c'est tu es comme ça, tu es agressif, bah, voilà, c'est plutôt de la communication non violente, hein, exprimée par jeu. Être orienté vers la solution. Encore une fois, c'est bien identifier le problème, ses propres besoins et sa demande. Quand on arrive dans une situation de conflit, hein, parce que le conflit peut être tout à fait visible et on y rentre de manière tout à fait organisée, c'est de bien préparer ce terrain-là. C'est quoi le problème? C'est quoi mes besoins et qu'est-ce que je demande à l'autre personne? Je me recentre sur moi. Prendre les modes qu'il veut, mais moi, je peux ramener, oui, oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Comment on fait? Trouvons une solution. Je peux comprendre que voilà, ça vient compliquer la situation pour vous. Mais moi, c'est mon besoin. Comment on peut y répondre? Alors, ne pas être évasif, donc être clair. L'expression est très claire. Exprimez vos besoins. Donnez un calendrier. Si je dis, voilà, je laisse ça plus tard, faire un calendrier. Être clair aussi sur le cadre. C'est-à-dire que si je fais organiser une réunion, et là, c'est actuellement, les réunions par Zoom sont plus compliquées à organiser, bah, il faut le faire au préalable en faisant clair sur l'objectif de la réunion, clair sur l'ordre du jour, sur la manière de s'exprimer, de quoi on a besoin. Voilà, mettre un cadre, un calendrier, peut-être distribuer les documents à l'avance pour que les gens puissent les lire. Voilà. Et un élément, le dernier, qui me paraît énorme, c'est les suppositions. Très souvent, mais je croyais que tu voulais, mais je pensais qu'il voulait, qu'il tu disais, c'est parce que. Non. Reformulez et faites confirmer vos hypothèses. Est-ce que si j'ai bien compris, c'est ça, ça, voilà. Et ça, c'est important parce que nous faisons beaucoup de malentendus, voilà, préjugés ou procès d'intention. présuppositions. Voilà, des procès d'intention, mais il faut juste reformuler, faire confirmer les hypothèses. Voilà. Parfait, super. Bah, écoute, on va arriver à la fin. Là, on resterait longtemps à t'écouter. C'est un gros sujet, la gestion de Voilà. conflits, hein. On sait que voilà. Là, on a essayé d'aborder assez rapidement les points importants. Pour résumer, tu vas me dire si j'ai bien compris, Maher, mais pour résumer, le conflit fait partie de la vie. Il ne faut pas chercher à l'éviter. On n'est pas naturellement prêt à affronter le conflit puisque de façon notre cerveau archaïque il a plutôt appris à fuir qu'à résister. Néanmoins, il existe 5 façons de gérer le conflit. On a une préférence naturelle, mais il faut apprendre à gérer ces 5 façons qui sont de mémoire céder, collaborer, rivaliser, éviter et puis moitié-moitié. Il faut être agile dans la façon et surtout jamais confondre situation et personne. Et toujours revenir. Moi, tout m'a intéressé évidemment, mais effectivement toujours se remettre dans la tête que c'est pas avec la personne qu'on a un conflit, que c'est avec la situation ou l'objet du conflit, et que il faut absolument prendre de la distance par rapport à ça et pas briser le lien, briser le contact. Donc c'est pas facile ce sujet. On sent que c'est quand et pour nous les femmes. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais que les jeunes soient formés à cette gestion de conflit parce que je pense qu'on éviterait beaucoup de stress inutile en entreprise. Je pense qu'on est plus sensible, effectivement, nous les femmes, à ça. Donc, si on peut apprendre jeune, eh ben, c'est très bien. Il y a des coachs, notamment toi, on donnera ces formations au sein de Dare Women pour la gestion de conflit.
Ça nous semble très, très important. Tu nous as donné quelques liens utiles, Maher, Voilà. pour en savoir plus, que je te laisse commenter. Donc, il y a un livre qui est assez court et qui est l'art de négocier avec une tête de Harvard, avec d'ailleurs c'est Thomas et Kinman hein, sur leurs travaux. Il y a comment gérer les conflits au travail de Jacques-Antoine Malarevitch. Et puis sur l'Association nationale des médiateurs, le lien vers l'association, parce que c'est important aussi d'être capable, à un moment donné, de faire appel à des conseils externes et les femmes savent le faire mieux que les hommes, d'aller faire appel à des conseils externes pour aider à résoudre un conflit quand la situation ne peut plus être résolue par deux personnes entre elles. Alors, j'imagine évidemment, Maher, que les 5 modes de gestion de résolution de conflits sont des modes qu'on peut utiliser dans le mode personnel, dans la relation conflictuelle. C'est pareil, entre personnel et professionnel. Hein, on peut se naviguer. Super. Mais écoute, un grand, grand merci. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Alors, je te lis passionnant, très solution oriented. Merci beaucoup. Merci pour ce partage et bravo. Passionnant. Merci beaucoup. Cela se rapproche des méthodes de négociation. Bravo. Merci pour ce partage fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Cela se rapproche de la gestion des émotions. Merci beaucoup. Très intéressant, très instructif. Mille merci. Donc, eh ben, super. Maher, vous le retrouvez chez Dare Woman. Il viendra nous faire des formations sur la gestion de conflits, entre autres. Et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre. Les Français ne sont pas très en avance sur cette résolution de conflit. Donc, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Dare Chat Expert, sans doute sur la gestion du télétravail. Oui, j'ai une question. Y a-t-il un moyen d'avoir l'enregistrement du webinaire? Oui, vous allez sur la chaîne YouTube Dare Woman. Vous avez tous les Dare Chats qui sont pour le moment en accès libre pendant le confinement où on est extrêmement ouvert. Dare Woman, c'est une association. On accueille, comme je disais au début, les femmes audacieuses qui viennent être encore plus audacieuses et coacher des femmes qui sont en demande d'audace. On accueille des femmes qui ont envie de progresser sur l'audace. On a des entités, Dare Women jeunes, Dare Women handicap qui vont se lancer. Donc, venez nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus on progressera, on fera bouger les lignes. Dare Women, ce sont des hommes et des femmes pour aider à avoir plus d'audace. Merci beaucoup. Demain soir, nous nous retrouvons à 19h sur Instagram pour un live avec une femme, une Dare Woman, une femme infirmière, romancière, auteure. Elle a tout fait, cette femme. Elle a navigué en bateau, elle a vécu au Canada, elle a été communicante, elle a été prof de yoga. Elle est maintenant, elle monte son entreprise autour du chat dans l'entreprise. Venez l'écouter, c'est à 19h demain sur l'Instagram Dare Woman. Maher, encore 1000 merci pour tous tes conseils. On se retrouve très, très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, à très vite chez Dare Woman ou sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.